Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui sur l'antenne de QG le Média Libre Gaël Giraud. Gaël Giraud est économiste en chef de l'Agence française de développement, une banque publique à but non lucratif. Il est également directeur de recherche au CNRS, responsable de la chaire Énergie et Prospérité qu'il a fondée, et père jésuite, une singularité sur laquelle nous reviendrons avec lui en cours d'émission. Bonjour Gaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. D'abord, je voulais simplement vous demander qu'est-ce que c'est que cette Agence française de développement, pour ceux qui nous écoutent et ne le savent pas forcément. L'AfD, c'est son acronyme, qu'il ne faut pas confondre avec l'AfD allemande, Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite allemand. L'AfD, en fait, a été créée par le général de Gaulle et Postel-Vinet dans les brumes de Londres le 2 décembre 1941. Parce que le général, arrivé à Londres, se dit, il a une intuition assez géniale, si les Français de la Résistance qui sont à Londres sont obligés de mettre leur argent dans les comptes en banque britanniques, nous sommes cuits. Donc, il décide, avec cette espèce d'élan souverainiste gaullien qui est le sien, de créer une banque centrale pour les Français à l'étranger. Et c'est l'ancêtre de l'AfD. Et donc, il décide de créer la banque centrale, ou la caisse centrale des Français de l'étranger, avec Postel-Vinet. Et puis en 1945, cette banque va devenir la banque de nos colonies. Et puis en 1962, une fois la décolonisation achevée, elle va devenir la banque d'aide au développement qu'elle est aujourd'hui. Donc une banque publique, directement rattachée au gouvernement, qui est présente aujourd'hui dans une centaine de pays, toute l'Amérique latine, toute l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, toute l'Asie du Sud-Est, la Chine, et qui a 80 agences dans ces pays. Quelles sont vos actions concrètes alors, en faveur des pays en développement, par exemple ? Oui, l'AfD a une grande tradition d'ingénieurs. C'était une maison qui était, il y a quelques années, très peuplée d'X-Pont, essentiellement. Aujourd'hui, elle s'ouvre beaucoup plus, même si elle a gardé l'expertise et l'excellence des X-Pont, évidemment. Donc, elle a une grande tradition d'infrastructure. Par exemple, pour donner un exemple, la grande centrale solaire de Ouarzazate, au Maroc, a été financée en grande partie par l'AfD. Pour rester au Maroc, encore, le tram de Rabat a été financé par l'AfD. Et puis, depuis une vingtaine d'années, l'AfD s'est ouverte à tout un champ d'autres activités qui vont depuis l'éducation, la santé, jusqu'à la culture, en passant par l'adaptation au dérèglement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gouvernance aujourd'hui, puisque l'attribution de la compétence sur la gouvernance lui a été faite par le gouvernement il y a 2 ans maintenant, ce qui fait que l'AfD intervient même auprès des gouvernements des pays du Sud pour les aider à repenser par exemple leur système carcéral, leur système judiciaire, voilà. Et donc de facto aujourd'hui l'AfD cumule quasiment tous les attributs du ministère de la Coopération qui a été supprimé par Jospin en 1998. Alors Gaël Giraud, vous êtes un observateur très pointu de la situation économique française et même mondiale. On le sait depuis quelque temps, des voix s'élèvent ça et là pour pointer l'imminence d'une crise financière mondiale. Il y a quelques jours à peine, Jean-Claude Trichet lui-même, donc l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, évoquait sur BFM Business les risques déflationnistes que traverse l'économie européenne. Il a pointé aussi le poids de la dette, autant de facteurs pour une nouvelle crise. Alors évidemment, vous n'êtes pas devin, mais est-ce que ce scénario vous semble à vous aussi probable ? Oui, tout à fait. Ça fait un moment que je le dis, avec d'autres évidemment. Tous les voyants en fait sont au rouge. Ça ne veut pas dire que qui que ce soit sache quand la crise va se déclarer. C'est un peu comme quand on vous dit vous avez un cancer en phase terminale. Bon, ça veut dire que vous êtes sûr malheureusement d'y passer, mais ça ne veut pas dire que vous sachiez le jour et l'heure. Donc les voyants qui sont au rouge, c'est l'excès d'endettement privé, pas du tout d'endettement public. La dette privée, pour vous donner un chiffre, dans la zone euro, c'est 130% du PIB, alors que la dette publique, c'est 100%. Donc le privé est beaucoup plus endetté que le public. Vous avez un autre foyer dangereux qui est l'accumulation de la dette privée, de nouveau, des étudiants américains. Ça fait 1500 milliards de dollars, c'est énorme. C'est l'équivalent quasiment du PIB italien. Et le seul moyen pour les étudiants américains qui arrivent sur le marché du travail de rembourser leurs dettes, c'est d'avoir des salaires à la première embauche très élevés.
Et donc il faut une économie américaine qui soit en croissance très rapide pour permettre une augmentation rapide des salaires, pour permettre aux étudiants de rembourser. Le jour où l'économie américaine ou le marché du travail de la première embauche s'essouffle, on peut avoir une désintégration de l'énorme montagne de dettes des étudiants américains. Puis un autre foyer possible, c'est les grandes banques publiques chinoises qui ont créé une bulle immobilière gigantesque sur la côte est chinoise, autour de Shanghai, notamment à l'instigation du gouvernement chinois, qui a beaucoup encouragé ces banques publiques à financer des projets immobiliers pharaoniques, alors qu'elles ne sont pas complètement adaptées au flux migratoire qui vient des zones rurales chinoises vers les zones urbaines. Donc on sait que ces grandes banques chinoises ont beaucoup d'actifs qui ne valent rien dans leur bilan, mais comme elles sont très opaques, personne ne sait très exactement combien elles perdent, si elles sont au bord de la faillite, comment les autorités chinoises pourront les sauver ou non. Mais là aussi, c'est un foyer possible. Et puis, on peut très bien avoir une grande banque européenne qui fasse faillite demain matin. Alors après, dans ce que dit Jean-Claude Trichet, il a tout à fait raison, il y a un autre élément, à mon avis, qu'il faut distinguer. Donc là, ce que j'ai dit, c'est les indicateurs purement financiers. Jean-Claude Trichet, il insiste sur le risque déflationniste de la zone euro, qui est un autre aspect qui est davantage lié à la macroéconomie, l'économie réelle, qui est le fait qu'on est dans une situation où, à cause de l'endettement privé, et c'est là le lien avec la crise financière, à cause de l'endettement privé, on n'a plus de croissance, parce qu'on a un sous-investissement massif. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'investissement? Parce que le privé est trop endetté. Lorsque vous êtes patron d'entreprise, que vous voulez investir, si vous avez trop de dettes, vous ne pouvez pas vous retourner vers le secteur bancaire pour qu'on vous prête. Parce que les banques vont vous dire, commencez par rembourser vos dettes et puis on verra après. Donc en fait, le surendettement privé étouffe l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a plus de croissance. Le chômage augmente, en tout cas chez nous en Europe, on a un chômage de masse. Et puis, ou bien alors, il y a un chômage de masse qui est masqué par du travail très très précaire comme en Allemagne. Et en vérité, l'Allemagne, le marché du travail allemand n'est pas du tout au plein emploi comme on le raconte quelquefois. Et puis, là-dedans, les prix se mettent à ne plus augmenter. Donc l'autre symptôme de la déflation, c'est donc pas de croissance, beaucoup de dettes privées, chez nous, beaucoup de chômage, et puis plus d'inflation. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour les acteurs économiques qui veulent se désendetter, de réduire un peu le fardeau de la dette, c'est de vendre leurs actifs pour récupérer du cash pour rembourser leurs dettes. Et au fur et à mesure qu'ils vendent, il y a de plus en plus de gens qui sont vendeurs sur les marchés, ça fait baisser les prix. Et donc, quand vous avez plus d'inflation, plus de croissance, de la dette privée et du chômage, vous êtes sûr d'être sur une pente déflationniste. Le drame, c'est que le Japon patauge dedans depuis le début des années 90, parce que le Japon, en fait, a eu en 90 une grande répétition générale de la crise des subprimes, avec une bulle immobilière sur laquelle s'est greffée une bulle financière. Les deux ont explosé en même temps en 90. La Banque centrale du Japon n'a pas réagi très très vite, et donc le Japon est entré dans la déflation, à cause de l'excès d'endettement privé des acteurs qui avaient perdu de l'argent dans la crise financière, et ils n'arrivent pas à en sortir. Et c'est le même drame qui a affecté l'Europe dans les années 30 et les États-Unis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la déflation, en fait, personne ne sait vraiment comment on en sort. Les Américains sont sortis de la déflation à la fin des années 30 grâce à la guerre, essentiellement, et grâce à la reconversion manu militari, c'est le cas de le dire, de l'économie, l'industrie nord-américaine en industrie de guerre. En Europe, c'est compliqué. Alors, là où je me réjouis beaucoup, c'est que quelqu'un comme Trichet le reconnaisse aujourd'hui, alors que pendant des années, y compris par exemple à la Banque de France, il y a eu une espèce de dénégation, à mon avis assez coupable, du caractère vraiment déflationniste de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc au moins, quelqu'un comme Trichet le reconnaît aujourd'hui ouvertement. Et évidemment, il y a un lien entre la déflation, qui est un phénomène macro, lié à l'excès d'endettement privé, et la possibilité imminente d'une crise financière, qui est également due à l'excès d'endettement privé. Quelles seraient les mesures à prendre, par exemple, pour le gouvernement français face à ce risque systémique de crash financier? Alors, face au crack financier, en principe, nous sommes protégés par l'Union bancaire européenne. C'est-à-dire qu'après 2009, les autorités européennes se sont dit, comme vous vous en souvenez peut-être, le slogan à l'époque des politiques, c'était « Plus jamais le contribuable européen ne remboursera une banque en faillite ». Vous y croyez à ça? La preuve que non, que je n'y crois pas, puisqu'en 2016, Monte dei Paschi di Siena, qui était la troisième banque d'Italie, a fait faillite, et c'est le contribuable italien qui paiera tout. Donc l'Union bancaire européenne n'a pas dépensé 1 centime d'euro pour sauver Monte dei Paschi. Donc en fait, on continue en fait à privatiser les profits et à socialiser les pertes. Donc c'est le contribuable européen qui paye tout. N'empêche que, je vous donne la réponse officielle. La réponse officielle, c'est l'Union bancaire européenne nous protège. Comment elle nous protège-t-elle? Elle nous protège grâce à un fonds de résolution européen
Donc un fonds en fait qui est alimenté par les banques, mais qui est alimenté avec des tout petits ruisseaux, parce que les banques ne sont pas très généreuses pour créer une assurance tout risque pour le contribuable européen. Et dans ce fonds, il va y avoir la somme héroïque de 55 milliards d'euros en 2023. Et le bilan de BNP Paribas, c'est un peu plus de 1800 milliards d'euros. Donc avec 55, vous avez un gobelet d'eau tiède pour éteindre les cendres après l'incendie, quoi. Voilà, pas plus. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose à faire, à mon avis, l'urgence des urgences, c'est de séparer les banques. Entre des banques mixtes, entre banques de dépôt et de crédit, qui est le métier traditionnel de la banque, celle que vous avez au coin de la rue, et banques de marché. Une des premières mesures qu'avait prise Roosevelt en 1933, quand il arrive au pouvoir, c'est de séparer les banques. C'est ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. Et cette séparation a prévalu pendant 60 ans. Et pendant 60 ans, il n'y a pas eu la moindre crise bancaire ni financière dans tout l'Occident. Puis, fin des années 80, on a fait la bêtise d'annuler le Glass-Steagall Act et d'autoriser de nouveau ces monstres hybrides que sont les banques mixtes qui cumulent ces deux types de métiers. Exemple, BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis, Crédit Agricole, CACIB, qui sont la partie banque de dépôt et la partie banque d'investissement, banque de marché. Ces monstres-là font courir un risque colossal à l'économie française. Pourquoi? Parce que le jour où l'une de ces grandes banques est en faillite, l'État est obligé de venir la secourir pour secourir les comptes de dépôt de vous et moi, des citoyens français. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, heureusement d'ailleurs, qui oblige les États à garantir chaque compte jusqu'à 100 000 euros par personne. Si une grosse banque comme BNP faisait faillite, l'État français serait bien incapable de secourir les comptes de dépôt. Donc en fait, il est obligé ex ante de tout faire pour que jamais la faillite de BNP ne puisse avoir lieu. Et c'est comme ça que les banques tiennent en otage les pouvoirs publics. C'est-à-dire que, très concrètement, le PDG d'une grande banque peut aller voir le président de la République et lui dire, alors l'actuel connaît suffisamment bien le sujet pour qu'on n'ait pas besoin d'aller le lui dire, mais un autre, admettons, pour aller lui dire, mon garçon, tu vas faire très exactement ce que nous voulons, parce que si nous courons le moindre risque de mourir, tu mourras avec nous. C'est le problème du noyé et du maître nageur qui se noie avec le noyé. Donc le maître nageur ne peut pas se permettre de laisser le noyé couler. Vous voyez? Donc première mesure, séparer les banques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez laisser mourir la banque de marché, qui fait d'énormes bêtises, et vous sauvegardez la banque de dépôt et de crédit dont nous avons absolument besoin, d'abord pour recueillir les dépôts des déposants français, et ensuite pour accorder des crédits à l'économie réelle. Et ensuite, ces banques-là, vous leur donnez des incitations pour qu'elles financent la transition écologique, qui est à mon avis la vraie porte de sortie hors de la déflation aujourd'hui. Pourquoi la crise financière de 2008 n'a pas provoqué de prise de conscience dans des populations à qui on a pourtant fait régler entièrement la facture de la folie des marchés financiers? Est-ce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience? Je pense quand même qu'une bonne partie de la... Enfin, il faudrait faire des sondages en fait. Moi j'ai le sentiment qu'une bonne partie des Français ont compris ce qui se passait en 2008-2009. En tout cas, ceux à qui je venais parler pour donner des conférences grand public. Est-ce que vous pensez que le lien a été fait dans la tête des Français, justement, entre coupe des services publics, hôpital, etc. Non, ça c'est vrai, vous avez raison, ça je comprends. Et ce qui s'est passé en 2008? Oui, c'est vrai, non, ce lien n'a pas été fait. Ce lien oui, tout à fait. Qui pourrait susciter un scandale, un sentiment de scandale et de révolte absolue. C'est vrai, ce lien n'a pas été fait parce qu'il n'est pas du tout expliqué par la plupart des médias. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une bonne partie des Français en province, je pense à la Creuse par exemple, voient les services publics disparaître. Les hôpitaux ferment, les écoles disparaissent, le train ne s'arrête plus, voilà. Et donc ils se mettent des gilets jaunes et ils vont sur les ronds-points. Et d'une certaine manière, ils ont raison, c'est tout ce qu'il leur reste pour protester. Ils ne font pas le lien entre ça et la crise financière. Or, le lien, il est assez simple, c'est que l'État ayant repris à sa charge la dette privée des banques, sa propre dette publique a explosé. Et aujourd'hui, il est pris dans les taux des traités européens et des contraintes, notamment du pacte de stabilité et de croissance, qui exigent que les États de la zone euro réduisent leur déficit public à 3% du PIB et leur dette à 60% du PIB. Donc l'explosion de la dette publique, qui est juste la dette privée remaquillée en dette publique, empêche les États aujourd'hui de financer des services publics élémentaires, comme les écoles, les hôpitaux, la voirie municipale, les transports publics à Paris, etc.
Alors, vous faisiez allusion à l'instant aux Gilets jaunes, en tant que réaction populaire à ces politiques publiques extrêmement défavorables qui leur sont imposées. Vous disiez récemment, enfin je crois que c'était plutôt vers le mois de mars, sur une chaîne amie, Thinkerview, vous disiez « Les Gilets jaunes ne sont que l'introduction du début de la préface d'une crise beaucoup plus grave ». Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ce jour-là ? Ce que je voulais dire à ce moment-là, et ce que je veux toujours dire aujourd'hui, c'est d'une certaine manière l'imposition d'un programme qu'on pourrait dire néolibéral pour aller vite, de démantèlement de l'État, de privatisation de la société en faveur d'une toute petite minorité. Ça détruit le lien social, ça détruit la société. Donc notre société, elle est en train en ce moment de faire l'expérience très douloureuse du fait que une société dont on détruit l'État et dont on privatise tout ce qui peut être privatisé se désintègre, donc les solidarités disparaissent, les moyens, les conditions de possibilité de vie décente des personnes, des gens disparaissent petit à petit. Et donc il n'y a pas 36 000 solutions, ou bien parce que vous croyez dans l'action publique, vous allez protester par tous les moyens possibles et imaginables pour que les pouvoirs publics vous entendent, et ça c'est un peu les gilets jaunes. Et là vous avez l'énorme question du relais politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve un relais politique à l'exaspération des gilets jaunes. Et puis l'autre moyen, c'est le repli tribal, ce que vous voyez dans un certain nombre de banlieues, ce que vous voyez dans un certain nombre de pays, au Moyen-Orient, en Inde. Ça c'est la grande thèse de Pankaj Mishra, qui est le repli tribal, c'est le seul moyen de recréer de la solidarité, qui est le seul moyen de vivre décemment, lorsqu'il n'y en a plus du tout dans les structures traditionnelles du pays où vous vivez. Voilà. Donc, comment vous voyez la suite de ce mouvement des Gilets jaunes pour notre pays ? Je ne sais pas du tout aujourd'hui parce que, évidemment, il donne l'impression, ou en tout cas un certain nombre de médias donnent aujourd'hui l'impression que les Gilets jaunes sont en train de s'essouffler. Et c'est vrai qu'on peut dire, globalement, ils n'ont pas du tout été écoutés. Il y a eu un simulacre de débat national, il y a eu un simulacre d'écoute de ce que demandaient les Gilets jaunes. En fait, il n'y a aucune concession qui leur a été faite. Les 10 milliards d'euros qui ont été lâchés par le gouvernement, en fait, étaient déjà budgétés. Simplement, la dépense devait s'étaler sur la totalité du quinquennat. Et au lieu de s'étaler sur la totalité du quinquennat, elle a été décidée pour cette année. Mais en fait, ce n'était pas une vraie concession. Et puis, le retrait de la taxe carbone était une très mauvaise concession, à mon avis. Donc, en réalité, il n'y a pas eu de véritable négociation entre le pouvoir politique en place et les Gilets jaunes. On pourrait dire globalement, me semble-t-il, que les Gilets jaunes ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien gagné, à part l'accélération de dépenses budgétaires qui était déjà prévue. Donc, je suis assez convaincu qu'ils en sont conscients, et ils ont bien raison. Donc, il n'y a pas de raison que le mouvement cesse. Est-ce qu'il va conserver la forme des Gilets jaunes et des manifestations bon enfant sur les ronds-points? Ça, j'en suis pas convaincu du tout, je ne sais pas. J'entends Laurent Berger dire que l'automne prochain, on aura des gilets violets, c'est possible. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne vois pas comment notre société pourrait paisiblement consentir à la destruction du lien social et au démantèlement de l'État qui sont engagés aujourd'hui. Pourquoi cette souffrance sociale actuelle, générée par le néolibéralisme, profite une fois encore, comme dans les années 30, à la droite la plus radicale? Pourquoi, je pense par exemple en Italie, à la Ligue du Nord, qui ne cesse de se renforcer, même au détriment de son allié, de circonstances, le mouvement 5 étoiles. Ouais. Je pense aussi, évidemment, aux dernières européennes en France, à l'arrivée en tête du Rassemblement national, auquel on a fini par s'habituer, mais enfin qui devrait être un véritable scandale. Et puis, bien sûr, à l'effondrement conséquent des partis de la gauche, qui, comme la France Insoumise, dont on imaginait qu'ils auraient pu profiter... politiquement parlant, de ce moment. Comment vous expliquez ça? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le même régime d'explication que dans les années 30. Parce que dans les années 30, les partis dits socialistes et communistes avaient une explication du monde, une analyse et un projet politique construit qui était capable de servir d'alternative. Et d'ailleurs, le Front populaire en témoigne. Le Front populaire était quand même le moment d'une joie populaire incroyable dans la population française. Et j'ai connu dans ma famille des gens qui continuaient, quand j'étais petit, qui parlaient du Front populaire avec des trémolos dans la voix. Ça a été un grand, grand moment de communion patriotique, on peut dire. Puis l'ensemble des
classe populaire française. Donc il y avait un véritable projet politique de gauche alternatif dans les années 30. Je ne suis pas sûr qu'on ait ça aujourd'hui. Et donc là, c'est une critique, une autocritique de la gauche, à mon avis, à laquelle il faut se livrer, qui est, je ne suis pas certain que la gauche française aujourd'hui, a fortiori italienne, voire espagnole, ait un vrai projet alternatif à proposer, qui ne soit pas, au fond, ce qu'a fait l'aile hollandaise du PS, c'est-à-dire on est les néolibéraux, mais on va accompagner le mouvement néolibéral de destruction du monde en adoucissant les angles, en arrondissant les angles. Mais ça, ce n'est pas un projet politique. Et donc, d'une certaine manière, l'électorat de gauche l'a compris et ne s'en satisfait plus. Alors, après, la déconfiture de France Insoumise, à mon avis, a une explication supplémentaire qui est l'organisation du débat politique par Emmanuel Macron et Marine Le Pen autour de la question européenne. Et évidemment, dans le cas des élections européennes, c'est particulièrement fort. Pourquoi est-ce que c'est habile et pourquoi est-ce que ça casse et ça tue les partis traditionnels de gauche et de droite d'ailleurs? Les Républicains ont aussi disparu quasiment. Parce que, d'une certaine manière, l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui, en particulier la zone euro, est une machine néolibérale qui va exactement dans le sens de ce que fait l'actuel gouvernement et dont les catégories populaires en France et ailleurs ont bien senti qu'elle était devenue quasiment un ennemi. Donc elles n'en veulent plus. Mais les médias, une bonne partie des médias en tout cas, s'échinent à nous faire croire, ou à faire croire à beaucoup de gens, que c'est soit cette Europe-là, soit Le Pen. Et donc le débat politique est devenu binaire, et on est coincé entre, disons, le parti européiste. Pourquoi ça prend Ou le néolibéralisme ou les barbelés, pourquoi ça prend Parce que peut-être l'alternative est inaudible pour l'instant, en tout cas, dans une partie des médias. C'est-à-dire, c'est compliqué, je crois, enfin c'est mon expérience en tout cas, de faire entendre qu'on peut être pro-européen, mais pas favorable à cette Europe-là. Mais ma petite expérience à moi, jusqu'à encore il y a quelques années, c'est lorsque je disais que j'étais pas favorable à l'euro, parce que je trouvais que l'euro était mal fait, je voyais le journaliste qui commençait à retirer le micro et à se demander mais qui est-ce, d'où vient-il, est-ce qu'il est encarté au Front National, enfin voilà. Donc il y a encore 2-3 ans, c'était compliqué de dire que l'euro était mal foutu. Aujourd'hui, c'est quand même... Vous pensez que les trains, c'est un peu desserré, idéologiquement ? Tout petit peu, peut-être, me semble-t-il. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est tellement violent que ça devient assez difficile. Donc le défi auquel aussi bien la droite classique, les Républicains, que la gauche, disons, dans son ensemble, sont confrontés aujourd'hui, c'est de faire entendre qu'on peut être favorable à un projet européen, mais pas celui-là. Et faire valoir qu'on veut construire une Europe alternative. Et les atermoiements de la France insoumise vis-à-vis de l'Europe, je sors de l'euro, je ne sors pas de l'euro, etc., traduisent ce malaise-là, qu'on trouve également dans l'électorat de France insoumise. En fait, FI, en 2017, a réussi un exploit incroyable, qui était de voir dans son électorat, enfin dans la masse de ceux qui ont voté pour France insoumise, aussi bien des catégories populaires très hostiles à l'Union européenne, qu'une partie des CSP+, plutôt européistes, enfin favorables à un projet européen, mais très conscients du fait que le néolibéralisme tue tout le monde, qui ont tous voté pour FI. C'est comme ça qu'FI a réussi à faire son score au premier tour, à mon avis. Donc la question, c'est comment réitérer, c'est pour la gauche, mais c'est la même question au fond pour les Républicains, comment réitérer cet exploit et réussir à conjoindre deux extrêmes qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à se parler, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont quand même pour un projet européen, mais qui ont bien compris que celui-ci va nous tuer, et ceux qui se disent qu'il n'y a plus rien à faire avec l'Europe, et qui donc sont très très sensibles aux solutions souverainistes. Alors après, pourquoi est-ce que ça profite quand même aussi à l'extrême droite? Là, je crois que c'est lié au réflexe tribal. C'est-à-dire, l'extrême droite, elle construit son identité sur l'identification de l'ami et de l'ennemi. Ça, c'est Schmitt, Carl Schmitt. Et donc, elle identifie les ennemis. Elle dit, voilà, c'est la faute des immigrés, c'est la faute... pas quoi. Et quand vous êtes dans un repli identitaire parce que vous avez peur, c'est un très bon moyen de vous parler. La gauche a une tradition universaliste, et c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes dans un repli tribal. Vous avez mal de vous entendre dire « bon, on va avoir un grand projet universel pour l'ensemble de l'humanité ». C'est difficile. Donc évidemment, le premier discours a beaucoup plus d'impact. Vous avez voté aux européennes. Est-ce que vous votez encore? Oui. Bien sûr, je vote. Vous votez à chaque élection? Oui, tout à fait. D'accord. Je ne vous demanderai pas pour qui. Je n'ai pas voté pour celui qui a remporté la majorité dans le quartier parisien où je me trouve. Alors, à propos de sociologie du vote parisien, est arrivé en deuxième à Paris Yannick Jadot, donc
représentant un certain courant de l'écologie. Oui. Gaël Giraud, vous êtes également connu pour vos prises de position en matière d'écologie, et notamment pour promouvoir l'idée qu'on ne peut pas sauver l'environnement sans changer de mode de vie. Oui. Quel regard, justement, vous portez sur un parti écologiste tel qu'il est incarné aujourd'hui par Yannick Jadot? Europe Écologie Les Verts. Moi, il me semble que le succès, dont je me réjouis beaucoup, d'Europe Écologie Les Verts, est dû en grande partie, et ce n'est pas une critique vis-à-vis d'Europe Écologie Les Verts, mais je pense qu'il faut être lucide sur ce qui s'est passé, est dû en grande partie à une espèce de mobilisation très forte et in extremis dans les dernières semaines, voire les derniers jours, de la jeunesse, qui s'est mobilisée en se disant il faut qu'on vote pour un parti écolo, quel qu'il soit. Qui a regardé les sondages, qui a vu qu'il n'y en avait qu'un qui était au-dessus de la barre des 5%, Europe Écologie Les Verts, et qui ont voté Europe Écologie Les Verts. La plupart d'entre eux, en tout cas ceux que je fréquente, ne connaissaient pas Yannick Jadot et avaient à peine regardé le programme d'Europe Écologie Les Verts. Donc le vote Jadot, vous ne le voyez pas comme certains le disent, comme un vote refuge pour des déçus du macronisme, vous le voyez plutôt comme la traduction du fait que les idées écologistes, malgré tout, avancent dans la société. Alors il y a de tout, hein. Il n'y a pas une unique explication à la victoire, enfin à la réussite du vote Jadot, hein, mais il y a certainement aussi quand même dans une partie du vote Europe Écologie Les Verts un certain nombre de déçus du macronisme. Voilà. Mais dans les déçus du macronisme, il y en a aussi qui ont voté place publique, il y en a qui ont suivi la route sur route, etc. Donc la déception vis-à-vis de Macron ne peut pas être la seule explication. Et en tout cas, moi j'ai senti très fortement dans le monde des jeunes et des étudiants que je fréquente, alors c'est une petite minorité dans le monde jeune, mais enfin, voilà, je pense que, en tout cas, c'est très clair que ceux-là se sont mobilisés, et c'est plutôt le scénario que j'ai décrit. Et c'est peut-être eux, je crois, moi c'est mon hypothèse, hein, qui ont permis à Yannick Jadot de passer au-delà des 10-12% auxquels il pouvait raisonnablement s'attendre. D'accord. Néanmoins, ce n'est pas le courant le programme écologiste, le courant de l'écologie que vous intellectuellement, vous défendez, d'après ce que j'ai vu dans vos prises de position. Vous prônez plutôt une forme de décroissance, en tout cas de changement de modèle économique. Alors, c'est une question que je voulais poser aussi aux prêtres que vous êtes, parce que d'après ce que j'ai pu voir, vous avez toute une réflexion sur le désir humain et son caractère, on le sait, souvent illimité. Dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'une réduction de la croissance soit même imaginable? Alors, donc c'est pas possible de répondre en 15 secondes, donc ça va prendre quelques minutes. Vous avez tout votre temps. Merci. Donc je n'ai jamais fait l'apologie de la décroissance. Pourquoi ? Parce que les décroissantistes, à mon avis, ont un problème majeur qui est qu'il faut qu'ils s'expliquent sur l'emploi, qui reste quand même le mode de socialisation majeur dans nos sociétés. Et donc je ne vois pas comment on peut avoir un projet de société qui crée du chômage. Or, si on dit juste l'objectif c'est de faire décroître le PIB, tous azimuts, on est juste en train de créer des bataillons de chômeurs en plus. Donc ma position, elle est quand même un tout petit peu plus subtile que ça. Elle est de dire il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent croître et un certain nombre d'autres qui doivent décroître. Mais c'est pas du tout le même discernement que de dire le PIB doit baisser quoi qu'il arrive. C'est autre chose. Et d'une certaine manière, ça nous sort du PIB. Parce que même les décroissantistes sont encore prisonniers d'un indicateur, le PIB, qui de toute façon est un très mauvais indicateur. Donc qu'on veuille le faire croître comme les partisans de la croissance verte, ou qu'on veuille le faire décroître comme les décroissantistes, on est encore prisonnier du PIB. Et le PIB, de toute façon, nous renseigne très mal, et sur l'emploi, et sur la prospérité des personnes, et ce n'est pas un projet de société. Donc, à mon sens, ce qui importe, c'est d'avoir un vrai discernement collectif, qui est un discernement politique, sur ce qu'on veut faire croître et ce qu'on veut faire décroître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire décroître ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire décroître ? Tout ce qui pollue, l'empreinte matérielle. Notre empreinte matérielle, c'est très important. Il y a des travaux magnifiques qui ont été faits par Jean-Baptiste Fressoz et ses amis, historiens, qui montrent que depuis un siècle, la France est importatrice nette dans son empreinte matérielle, en matière première. Ça veut dire que nous dépendons complètement du reste du monde pour un certain nombre de denrées matérielles dont nous avons besoin pour vivre. Et ceci depuis un siècle. Donc, alors le titre du papier de Jean-Baptiste, c'est « La France, histoire d'un parasite », point d'interrogation. Mais je pense que c'est très important. Par exemple.
pour des questions... alors le pétrole, Quel ça c'est évident. Le pétrole, c'est 70 milliards dans la balance commerciale. C'est à peu près l'équivalent du déficit de la balance commerciale. Mais il y a également un certain nombre de minerais. On n'est pas très riche en minerais en France, en Europe. Bon. Et donc je pense que c'est même une question de souveraineté nationale, de comprendre que le modèle industriel et d'économie de service dans lequel nous sommes embarqués aujourd'hui n'est pas viable à moyen terme parce qu'il nous rend dépendants d'un certain nombre de denrées matérielles qui ne sont pas disponibles en quantité limitée et sur lesquelles on va se faire la guerre dans les années qui viennent. Et donc nous, je ne vois pas très bien comment on ira chercher ça. Voilà. Alors, après vous m'interrogiez sur le désir humain. Et vous disiez, mais le désir humain est illimité, ce qui est vrai. La question, c'est le désir humain, est-ce qu'il passe nécessairement par l'accroissement de l'empreinte matérielle de nos vies? C'est pas clair, je ne crois pas. Moi, ma position, c'est de dire, au fond, il faut qu'on arrive à revenir, ou en tout cas à penser, élaborer, imaginer, aimer, une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, ce qui nous rend heureux, c'est la relation. Les gens ne regardent pas la télévision parce que le contenu de ce qui est montré est intéressant, parce que c'est stupide. Les gens regardent la télé pour pouvoir parler le lendemain d'une émission qu'ils ont vue comme les autres. Les gens ne veulent pas avoir de BM parce que c'est bien de conduire une BM, ça a très peu d'intérêt. Mais c'est parce que ça fait bien socialement par rapport à mon groupe de référence d'avoir une BM. Au fond, tous les biens et services que nous utilisons, en réalité, sont orientés vers un unique objet qui est la relation entre vous et moi, etc. Donc c'est ça qui, à mon avis, est le lieu d'expression, de formation, de transformation du désir humain. En dehors de ça, même, si vous voulez, la propriété privée, qui a priori décrit une relation homme-chose, vous savez qu'il y a un certain nombre d'anthropologues, David Graeber notamment, mais il n'est pas le seul, qui disent que l'invention de la propriété privée dans le droit romain, c'est juste une transposition dans la relation homme-chose de la relation maître-esclave, qui est encore une relation humaine. Alors, épouvantable, perverse, tout ce que vous voulez, mais qui est encore une relation humaine. C'est une manière, et quand on comprend ça, c'est une manière de voir qu'au fond, probablement la totalité de nos institutions sont construites autour de la relation humaine. Donc ce qu'il faut faire croître, c'est la qualité de nos relations, la qualité des tissus sociaux dans lesquels on est engagé. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, avec Cécile Renoir, j'ai construit un indicateur de capacité relationnelle qui essaye de mesurer, tant bien que mal, autant qu'on puisse le faire, la qualité des relations que vivent un certain nombre de personnes dans un collectif donné. Et, par exemple, une des conclusions qu'on a tirées de nos enquêtes, on a fait des enquêtes au Nigeria, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Brésil. Une des conclusions, c'est que l'accroissement des inégalités déchire le lien social et réduit la capacité relationnelle des personnes. Ce qui est, alors, je dirais, du bon sens. Au fond, une fois que vous êtes très très riche, vous n'avez plus tellement envie d'aller commercer avec des gens très pauvres. Et inversement. Et donc, il y a une ségrégation qui se fait, et qu'on voit bien dans la géographie, etc. Ça, c'est ce que dit Guy, lui, il a bien raison. Et donc, c'est ça qu'il faut promouvoir. Alors, peut-être l'indicateur de capacité relationnelle, c'est certainement pas la fin de l'histoire en termes d'indicateur macro qui mesurait la prospérité des personnes. Mais je crois que c'est ça qu'il faut réinventer aujourd'hui. Et repenser une économie et donc un projet politique autour d'une anthropologie relationnelle. Comprendre qu'on est tous des êtres de relation, que ce qui est premier, c'est la relation, pas du tout l'atome isolé, la monade, la mythienne, seule dans sa solitude métaphysique, et voilà. Mais en réalité, c'est la relation, et c'est ça qu'il faut soigner. Toute la thématique du care, c'est une thématique de la relation. C'est la relation entre deux personnes qu'il faut soigner, dont il faut prendre soin. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est dit ça. En régime capitaliste, de changer ce régime de désir, de changer ce régime de relation. Alors... Est-ce que vous êtes anticapitaliste, d'abord ? C'est une bonne question. En fait, la réponse courte, c'est je ne sais pas. Et en fait, je vais être un peu provocateur, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve qu'en France, et peut-être en partie dans ce qui reste de la gauche italienne, on est obsédé par cette question du capitalisme. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le capitalisme. Ce n'est pas une manière de me défausser. C'est le capitalisme, vous savez très bien, le capitalisme rénan de la Suisse, de Zurich, ça n'a rien à voir avec le capitalisme de Paris. Le capitalisme parisien aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de Paris en 1960, n'a rien à voir avec celui de la Californie, et n'a rien à voir avec celui de Stockholm. Donc de quel capitalisme parle-t-on ? Il y a plusieurs types de capitalisme. Bruno Amable a écrit là-dessus, et avant lui, Michel Albert avait écrit là-dessus, etc. Donc je sais pas. Et au fond, peu importe, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre une frontière nette
y compris d'un point de vue conceptuel, en disant ça c'est capitaliste et ça c'est pas capitaliste. En revanche, ce qui me semble très clair, c'est que nos sociétés occidentales sont construites sur des grands schèmes institutionnels, parmi lesquels il y a la propriété privée, le privé, la privatisation. Il y a le public, ça c'est l'État. Il y a le tribal, dont j'ai déjà parlé. Et puis il y a le commun. Alors on pourrait dire le programme néolibéral, c'est un programme de privatisation du monde. Les totalitarismes, aussi bien soviétiques que allemands, c'était une absorption de la sphère sociale dans la sphère publique, la sphère de l'État. Le tribal, c'est l'Europe avant la révolution grégorienne, l'Europe franque, l'Europe germanique, des tribus franques, entre eux, on pourrait dire, l'effondrement de l'Empire romain et le XIe siècle. Et les communs, c'est ce que l'humanité a toujours vécu. L'humanité a toujours eu un rapport au monde et aux autres comme commun, et c'est ce qu'on est en train de réinventer de manière magnifique sur Internet, et c'est ce que les tas d'initiatives sur le terrain aujourd'hui redécouvrent. C'est-à-dire des institutions qui permettent d'avoir des ressources partagées, dont les règles d'attribution, d'accès à la ressource, etc., sont discutées le plus démocratiquement possible, de manière que tout le monde ait accès à la ressource. Ça, c'est un commun. Alors, si vous me dites, est-ce qu'on peut faire la transition écologique et accessoirement sauver la planète et peut-être sauver l'Europe, etc., en restant dans un projet néolibéral de privatisation du monde, la réponse est non. Je n'y crois pas du tout. C'est même le contraire, puisqu'au fond, la privatisation du monde est l'origine du problème. C'est elle qui fait exploser les inégalités, et c'est elle qui crée le problème écologique. Parce que le problème écologique, fondamentalement, c'est aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, lorsque vous êtes propriétaire d'un terrain, vous êtes propriétaire du sous-sol. Si dans le sous-sol, il y a du pétrole, personne ne peut vous interdire d'extraire de ce pétrole et de bousiller le climat. Parce que la propriété privée, depuis notre propre déclaration universelle des droits de l'homme, est un droit sacré et inviolable. Grande erreur, à mon avis, de nos amis révolutionnaires. De la même manière, lorsque Bolsonaro, en Brésil, décide de continuer à déforester et à détruire l'Amazonie, il fait, je crois, on pourrait appeler ça à coup sûr un écocide et certainement aussi un crime contre l'humanité, vu qu'il est en train de détruire le grand poumon de la planète et que, d'une certaine manière, il met en péril la survie de l'humanité à la fin de ce siècle ou au siècle prochain. Mais l'État brésilien étant souverain, qui peut aujourd'hui interdire à l'État brésilien de détruire l'Amazonie ? Vous voyez ? Donc c'est aussi la question de la souveraineté de l'État et donc du public qui est remise en cause par la tragédie ou, disons, l'énorme défi écologique qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut relever ce défi en conservant le public souverain à la manière de Bolsonaro d'un côté, la privatisation du monde de l'autre? Ma réponse est clairement non. Est-ce qu'il faut développer les communs? Ma réponse est oui, j'en suis convaincu, et on pourrait développer. Est-ce que ça suppose d'abolir le public? Je ne crois pas. Grand débat que j'ai avec Dardo Laval, par exemple, Christian Laval et Pierre Dardo, parce qu'eux en profitent pour pouvoir se débarrasser de l'État. Ce qui est aussi, à mon avis, un fantasme et une illusion qui habite certains amis collapsologues. C'est-à-dire, ce que la politique n'a pas réussi à faire, la nature va le faire, on va réussir à se débarrasser de notre ennemi congénital qu'est l'État. Ça, je ne crois pas. Et donc, ça veut dire que probablement, il faut imaginer un type de société dans lequel on peut donner comme mission à l'État, donc au public, d'instaurer du droit qui assure les conditions de possibilité d'émergence de communs dans la société civile. Est-ce que c'est capitaliste? Probablement pas. Est-ce que ça suppose l'abolition de la propriété privée comme telle? Pas forcément. Il peut y avoir un petit secteur de biens qui continue d'être géré comme des biens privés. C'est pas forcément catastrophique. Mais vous voyez, c'est un autre projet politique. Et du coup, à quel moment est-ce qu'on sort du capitalisme ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'historiquement, on a des exemples de sociétés qui aient changé radicalement de régime économique ou social, hors de guerre, hors de cataclysme majeur? Oui. Par la volonté politique seulement. Bon, donc l'exemple, peut-être qu'il n'y en a qu'un. Et en fait, il n'est pas complètement cachère, j'allais dire, parce qu'il y a quand même eu des guerres pour l'imposer. Mais c'est la réforme grégorienne. C'est un truc de l'histoire de l'Église, que les Français ne connaissent pas du tout en général, mais qui est fondamental. Il faut se représenter que, donc, au VIe siècle, on a l'effondrement de l'Empire romain. Rome est vandalisée, les barbares, entre guillemets, donc les Gauls, les Visigoths, etc., les Ostrogoths, prennent le pouvoir dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qui reste de structure politique? Pas grand-chose.
Donc la structure de l'Empire romain est complètement démantelée. Et les lieux où on a encore un peu de culture et de savoir politique, ce sont les monastères, qui ont porté, on pourrait dire, pour aller très très vite, la civilisation européenne pendant 4-5 siècles. Avec Charlemagne, on essaie de restaurer une espèce d'empire calqué, vu de loin, sur l'Empire romain, mais ça ne marche pas du tout. Charlemagne ne sait pas lire, passera toute sa vie à apprendre à lire. Et vous ne pouvez pas gérer un empire sur des distances très très grandes si vous n'avez pas de moyens de communication, qui passent notamment par la culture écrite. Donc, en gros, jusqu'au XIe siècle, l'Europe post-effondrement de l'Empire romain est une Europe tribale, essentiellement gouvernée par des petits potentats locaux, comme ce que vous voyez apparaître aujourd'hui au Sahel, où vous avez des États faillis, le Mali, la Mauritanie, etc. Et vous avez des petits seigneurs de guerre qui s'installent un peu partout, qui terrorisent la population, qui ont des armes, et qui maintiennent la loi du plus fort, la loi de la violence. Bon. Et puis, autour de 1075, vous avez un pape qui s'appelle Grégoire VII, qui invente un truc incroyable, qui est donc ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme grégorienne, il redéfinit l'Église comme un État. Et en fait, le premier État moderne en Europe, c'est l'Église. Donc ça ne plaira pas aux anticléricaux, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faille retourner à la réforme grégorienne. Je ne suis pas du tout en train de faire un plaidoyer pour un retour à Grégoire VII, mais historiquement, c'est quand même ça qui s'est passé. Donc il invente l'État moderne, il invente le droit, qui est le droit canonique, et il invente la première classe de bureaucrates qu'est le clergé, qui sont que des hommes qui savent lire le latin et qui sont répartis dans toute l'Europe et qui ont une fidélité et une loyauté absolue au pape. D'où la querelle terrible entre le pape et l'empereur, parce que l'empereur, même s'il est faible et comprend très bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui sait manier, la logique symbolique du pouvoir, et qui est en train de lui tailler des croupières. Et donc, il y aura quand même des guerres. Donc, en ce sens-là, mon exemple n'est pas complètement caché, mais disons que ce n'est pas sous la nécessité d'une guerre que Grégoire VII fait ça, parce que la papauté est en paix au moment où il invente son affaire. Mais c'est une espèce de coup de génie, probablement lié à ses conseillers, il n'est pas tout seul, mais bon, qui a marché. Pourquoi ? Probablement parce que très vite, en Italie, au nord de l'Italie, en particulier à Bologne, on crée à ce moment-là, et ça c'est la société civile, c'est pas lui, les premières universités. C'est les étudiants qui se mettent ensemble, qui en ont ras-le-bol d'être dépendants en fait de 2 ou 3 profs tyranniques, et qui créent en fait ce qui va devenir l'universitas, c'est-à-dire un lieu où on met en commun l'intelligence collective des étudiants et des profs. Et ces universités-là vont être des lieux où on va étudier le droit canon, le droit canonique, qui est lui-même copié sur le droit romain, qu'on vient de redécouvrir, parce qu'on vient de réexhumer en fait le codex de Justinien, de l'empereur romain. Et s'il n'y avait pas eu ça, probablement que la réforme grégorienne aurait fait long feu. Mais, comme quelques décennies après, les premières universités apparaissent, ce sont des lieux où on peut étudier le droit, et donc on forme en fait une intelligentsia capable de mettre en œuvre le droit, puis de le copier pour en faire un droit civil pour les États. Et donc le roi de France va vouloir un droit, comme le pape, l'empereur voudra son droit, le roi d'Angleterre aussi. Les premiers États vont apparaître, petit à petit. Voilà. Et donc c'est cette combinaison assez incroyable qu'aucune autre civilisation n'a eu sur la planète. La Chine, qui est une civilisation magnifique, n'a pas connu le moment grégorien. Donc elle n'a pas ce lieu d'instauration d'un droit universel. Ça, c'est probablement chrétien comme idée. Parce qu'il faut une théologie politique derrière, transcendante. L'islam probablement aurait pu avoir ça, mais ne l'a pas fait pour l'instant en tout cas. Les chrétiens l'ont fait. Probablement qu'il faut une religion de la transcendance derrière pour imaginer un truc pareil. Ce que n'a pas la Chine. Alors c'est pas pour dire que c'est mieux en Occident qu'en Chine, mais simplement quand vous regardez les grandes masses de civilisation, voilà, il se trouve que c'est l'Europe qui a inventé ça, et donc cette idée d'un lieu transcendant symbolique qui est le droit, qui échappe au calcul d'intérêt des uns et des autres, et qui est supposé incarner la justice, l'intérêt général, et un certain projet politique, puisqu'en fait il y a quand même un projet dans le droit. Le droit n'est jamais neutre. Voilà. Donc moi je donnerais cet exemple-là. Et ça c'est une transformation, puisque du coup l'Europe qui était essentiellement tribale passe d'un schème essentiellement tribal vers un schème où il y a du public, c'est le droit, il y a un peu de privé, qui n'a jamais complètement disparu, et il y a des communs, parce qu'ils ont toujours été là. En fait, les villages dans la campagne se sont toujours organisés autour de communs. Donc ils n'ont pas attendu Grégoire VII, et ils ont continué après Grégoire VII. Malgré les tentatives par l'aristocratie européenne de casser les communs partout où c'était possible, tentatives qui ne vont réussir au fond qu'avec la Révolution française
et l'accession au pouvoir de la bourgeoisie, qui va reprendre le programme de l'aristocratie, qui est détruire les communs, au nom de la propriété privée. Alors, l'histoire de la religion nourrit votre réflexion, on l'aura compris. De quelle façon vos convictions catholiques nourrissent votre engagement aujourd'hui? Alors, je ne crois pas du tout, je suis même certain, qu'il n'existe pas, donc je ne crois pas qu'il existe une économie catholique, pas du tout. Il n'y a pas de science catholique, de même qu'il n'y a pas de science soviétique, enfin voilà. L'expérience de foi, de mon point de vue, qu'elle soit chrétienne ou juive ou musulmane ou autre, est une expérience qui se situe sur un autre plan que celui de la discussion publique, rationnelle au sens d'Habermas, si vous voulez, ou bien de la discussion politique plus globalement. L'expérience de foi, elle dit d'une certaine manière, moi qui suis vivant aujourd'hui, j'ai reçu la vie. Je suis un être de désir, on en parlait tout à l'heure. Et est-ce que je crois que d'abord c'est bon, c'est une bonne chose, et est-ce que je crois que ça va continuer de m'être donné? Donc c'est un enjeu existentiel profond, pas forcément individuel, mais existentiel profond, qui est en amont, à mon avis, du débat politique. Donc moi, à titre perso, par exemple, si j'étais pas chrétien aujourd'hui, catho, probablement, enfin, sans doute que je me poserais des grandes questions sur l'aptitude de l'humanité à accepter un jour, à consentir un jour à la transition écologique. J'y crois, pas par optimisme, mais par conviction profonde. Je suis sûr que l'humain est capable de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Qu'on en soit capable, j'en suis convaincu, c'est une conviction. Mais je n'ai pas la preuve de ça. Je suis convaincu que le lien social intrinsèquement est bon. Alors par exemple, ça, c'est pas du tout l'anthropologie de René Girard. René Girard, qui pourtant se dit chrétien, vous raconte que ce qui est au fondement du lien social, c'est la jalousie mimétique. C'est Caïn tuant Abel. Mais dans la tradition biblique, c'est pas ça du tout. Caïn tuant Abel, ça arrive après les premiers livres de la Genèse et l'affirmation que la relation sociale, elle est bonne, fondamentalement. La relation humaine et la relation avec Gaïa, la création, la nature, elle est bonne. Après, immédiatement après, mais c'est second, arrive la violence, la jalousie, le crime, etc. Mais c'est second. Donc ça, c'est de l'ordre d'une conviction de foi. Vous voyez ? C'est non démontrable. Ou d'une anthropologie rousseauiste. Ou d'une anthropologie rousseauiste, tout à fait, absolument. Oui, absolument, je suis d'accord. Mais Rousseau, très certainement, peut-être, enfin, on peut discuter, hein. C'est peut-être un chrétien qui s'ignore, hein. Il n'est pas très loin. Hein. Il n'est pas très très loin quand même. Mais vous voyez, c'est un niveau d'expérience existentielle à partir duquel vous pouvez commencer à vous poser des questions du type est-ce que j'admets les 7 sacrements de l'Église ou pas? Et donc ça, c'est des questions confessionnelles. Ou bien est-ce que j'admets la tradition biblique juive, mais pas la tradition chrétienne? Oui. Mais ça, c'est de l'ordre d'une articulation dans l'histoire politique, intellectuelle, d'une expérience tripale. L'expérience de foi, c'est une expérience tripale. Ce n'est pas d'abord une expérience religieuse dans une tradition religieuse. Et après, parce que nous autres êtres humains, à cause de la finitude, nous ne pouvons pas vivre nos expériences tripales sans mettre des mots dessus, une tradition dessus, etc. Il faut chercher et bricoler dans les traditions qui sont les nôtres comment exprimer l'expérience que nous faisons. Et c'est là que on choisit son camp d'une certaine manière. Il faut essayer de le faire dans le respect de tous, bien sûr. Alors un exemple de ça, c'est Ambedkar, grand intellectuel indien qui était dalit, intouchable, donc de la caste la plus basse. C'est lui qui a rédigé l'essentiel de la Constitution indienne en 1948. C'était un grand ami de Gandhi. Mais le vrai fondateur de l'Inde, c'est pas Gandhi, c'est Ambedkar. Et Ambedkar était hindou, mais venait de la caste la plus méprisée dans le système de caste indien, et a décidé, à un moment dans sa vie, de sortir de l'hindouisme. Et lui-même raconte qu'il a regardé les différentes religions disponibles. Il a fait un peu son supermarché de la religion. Donc, il a regardé les sikhs, les chrétiens, les musulmans, les juifs, etc. Et les bouddhistes. Et il est devenu bouddhiste. Mais il a dit, la plus belle des religions, c'est le christianisme, sauf que les chrétiens ne sont pas fidèles à leur religion. Raison pour laquelle je deviens bouddhiste. Voilà. C'est intéressant. Et je pense que les chrétiens devraient entendre ça. Alors, on connaît la phrase de l'Évangile, il sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Donc,
vous êtes de fait, par votre métier, par vos relations de facto, en contact avec le monde de l'argent. Quand on est un catholique, prêtre jésuite a fortiori, comment on le vit? Alors, quel regard vous portez sur le monde de l'argent? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de gens qui sont embarqués dans les structures qu'on pourrait appeler des structures de péché. C'est un terme qui a été forgé par Jean-Paul II, qui ne vient pas de moi, dans lesquels ils se bagarrent, ils se débattent, et ils sont pris là-dedans. Alors, pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, prenez un fonctionnaire allemand de l'administration qui fait démarrer des trains entre 35 et 45. Il est complice d'horreur, mais lui-même n'a jamais voulu faire la Shoah en tant qu'individu. De la même manière, vous pouvez avoir aujourd'hui un banquier catho qui contribue à faire de la spéculation sur les actifs dérivés, sur les matières premières, qui affame des populations entières, mais lui, d'une certaine manière, il n'en est pas complètement conscient, et il ne veut pas ça. Lui, il fait son boulot pour lequel il est payé, il a un supérieur hiérarchique qui lui dit tu as un P&L à faire, un profit and loss, et ton salaire va dépendre du nombre de millions que tu auras fait gagner à ta banque. Et il faut un gros travail pour lui faire prendre conscience du fait que, très très indirectement, son efficacité professionnelle provoque la famine d'un certain nombre de gens. Voilà. Et vous connaissez des gens qui ont eu cette prise de conscience dans le milieu et qui ont changé de vie? Alors, j'en connais qui ont eu cette prise de conscience, qui ont démissionné. D'autres qui n'ont pas démissionné, qui ont essayé de se bagarrer dans leur milieu professionnel pour faire changer les choses, qui ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Je peux vous donner un exemple, je ne vais pas donner son nom, mais donc le patron de la recherche d'une banque centrale d'un pays de la zone euro, donc il a un poste, il n'est pas le chef économiste, mais il a un poste juste en dessous du chef économiste, très proche de celui que j'ai à l'AFD, qui vient me voir et qui me dit voilà, j'hésite, je vois bien que ma banque centrale fait d'énormes bêtises, mais j'hésite, est-ce que je démissionne? Et dans ce cas-là, moi, j'aurai les mains relativement pures, pour parler comme Kant. Ou bien, est-ce qu'en démissionnant, j'aurai plus de mains? Et au fond, je vais juste laisser la place à quelqu'un qui va faire pire que moi. Alors que si je reste, je peux essayer de limiter la casse. Ce à quoi j'ai répondu, et est-ce que tu ne sers pas d'alibi à ta banque à cause de tes convictions que tout le monde connaît, etc. Ce qui est aussi un élément qu'il doit prendre en compte. C'est toujours le problème des hétérodoxes et des infiltrés dans les systèmes. Voilà. Alors moi, je n'ai pas de réponse générale. C'est, à mon avis, un discernement qui doit être fait au cas par cas, pour chacun, en fonction des rapports de force qui sont les siens. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que j'en vois qui quittent, d'autres qui ne quittent pas, d'autres qui sont malheureux, et puis d'autres qui sont enfermés dans une espèce de schizophrénie profonde. Donc, ils sont des requins du lundi au vendredi. Et le dimanche, ils vont à la messe et ils donnent au denier du culte. Alors, il y en a des comme ça, qui vont jusqu'à faire pression sur moi pour que je me taise, par exemple. Pour que vous vous taisiez, vous voulez dire? Oui, qui m'ont invité au siège social de leur banque, une grande banque française, pour me dire, mon père, vous savez tout le respect que j'ai pour les jésuites, j'ai une énorme admiration pour les jésuites, mais votre opinion sur les problèmes de technique bancaire n'intéresse personne. Faites de la théologie, parlez-nous de Dieu, parlez-nous de l'homme. Voilà. Ces mêmes-là sont allés voir mes autorités jésuites pour leur dire que j'étais un mauvais prêtre, qu'il fallait m'écarter. Voilà. Ils sont allés à Rome aussi. Ils essayent de s'infiltrer un peu partout pour contrôler. Et ce qu'ils font dans la fonction publique française, où ils éliminent les fonctionnaires un peu courageux et intelligents pour mettre des marionnettes à la place, ils font la même chose dans l'Église. Donc un jésuite économiste ayant travaillé sur les marchés financiers, ce qui est mon cas, puisqu'avant de devenir jésuite, j'ai fait des maths pour les traders sur les marchés financiers, ça les dérange beaucoup, manifestement. Voilà. Donc ça va jusque-là. Alors ceux-là, ils vivent dans une espèce de schizophrénie totale. Donc ils sont... c'est les sépulcres blanchis dont on parle dans l'Évangile. Voilà. Je ne donne pas cher d'eux au jugement dernier. Alors on le sait, les milieux de gauche actuellement en France en tout cas sont encore extrêmement anticléricaux. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu personnellement à souffrir déjà? Non, pas tellement. Mais pas tellement. Alors par exemple, oui, c'est vrai que par exemple France Insoumise ne m'a jamais sollicité. Mais c'est pas grave, la vie est belle quand même. Voilà. Peut-être que c'est dû au fait que je suis jésuite. Je crois que c'est le seul parti de gauche qui ne m'ait jamais sollicité.
Le Parti communiste m'a sollicité. Mais comme vous le savez, le Parti communiste est très proche de l'Église, en vérité. Tout en étant à la fois très loin et très proche. Bon. Non, je ne peux pas dire que j'en ai souffert, je peux même dire le contraire. Au moment de la publication de Laudato Si, la grande encyclique du pape François sur la question écologique, j'ai pas mal d'amis de gauche et d'extrême gauche qui étaient extrêmement touchés et émus par ce texte et qui m'ont dit, voilà, l'Église a réussi à publier le texte que nous voulions publier depuis 40 ans et que nous n'avons pas été fichus d'écrire. Et c'est vrai. Donc, non, je ne peux pas dire... voilà, le pape François a même les suffrages d'un certain nombre de gens qui sont très loin de l'Église, mais qui reconnaissent que c'est un homme de conviction, qui essaie de faire avancer la justice sociale. Et alors, quand je leur dis, vous savez, la justice sociale, ça va de pair avec l'expérience de foi, ils disent, bon, ça, c'est ton problème. Mais du coup, sur la question de la justice sociale, on peut se parler, au contraire. Et vous savez très bien que dans le maquis, en 1940, il y avait des communistes et des cathos qui étaient ensemble. On a commencé avec le CNR, on finit cet entretien avec le CNR. Je vous remercie beaucoup, Gaël Giraud, d'être venu soutenir le lancement de QG, le média libre. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que notre chaîne, née le 18 juin dernier, est actuellement en pleine levée de fonds. Vous connaissez la règle du crowdfunding, du financement participatif. Si nous n'atteignons pas entièrement l'objectif final, en l'occurrence 80 000 €, nous ne serons pas à l'antenne à la rentrée et chacun d'entre vous sera remboursé. Alors dès aujourd'hui, parlez de QG autour de vous, soutenez sa réussite et son développement. Si chacun d'entre vous arrive à convaincre une personne d'ici le 14 juillet, notre pari sera gagné. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions de QG.